Nous aussi, on se connaît depuis un moment. Oui, bien sûr. Je te laisse le micro. Hein, tu parles bien fort dans le micro. Tout amateur de voiture, se connaît de... C'est vrai. Je sais que tu es un fanat Citroën. Un fanat entre autres. Voilà. Un fanat Citroën. Parce que tu roules en C6 d'ailleurs. Oui, encore. Encore. Donc j'étais gros client Citroën. Et surtout, j'ai roulé énormément. Tu étais très loin en C6. Oui, bien sûr, puisque celle-là, en 2010, elle a accompagné 50 camping-cars en prévision d'un raid Paris-Pékin qui a lieu en ce moment d'ailleurs. En ce moment, ils y sont. Ils sont en Mongolie. Ils sont en Mongolie. Et donc, j'ai fait préparer cette voiture-là à une préparation très sérieuse parce qu'en Chine, en été, on a du 40 degrés, voire plus. Et surtout, beaucoup de bouchons. Ah ouais, il y a beaucoup de bouchons. Beaucoup de bouchons. Donc, comme c'est le point faible de l'ASM, elle a tendance à chauffer. Donc il fallait une préparation adéquate pour ne pas avoir de problème. Donc la préparation adéquate, c'est une préparation poussée au niveau moteur neuf évidemment, pour partir. Et puis radiateur 3 faisceaux pour le refroidissement. Donc 3 faisceaux, donc plus épais. Plus épais. Voilà. Et le préparateur m'a demandé d'enlever la clim, parce que c'est encore un sujet supplémentaire de chauffe. Donc avec cette préparation-là, la température d'eau n'a jamais varié. Et même dans les bouchons, elle se maintenait à son niveau normal, sans atteindre la zone rouge. Bon, il faut savoir que les bouchons sur les autoroutes en Chine sont fréquents et ça peut durer quelquefois 4 à 6 heures. Quand même. C'est dû à quoi d'ailleurs C'est dû au nombre de véhicules. Ah bon? Les Chinois sont 1,7 milliard. Oh là là. Donc quand on voit les 50 millions de véhicules en France que l'on a du mal à les faire circuler, il faut imaginer là-bas. Mais tout est proportionnel. C'est-à-dire que l'autoroute principale qui arrive à Pékin dispose de 31 voies. 31 voies. Donc attends, j'ai peur de ne pas comprendre. 31 voies. 31 voies, côte à côte? Côte à côte. 31 voies. En plus, c'est pas 4 voies, hein, c'est 31 voies. Pékin est desservi par 7 périphériques, dont le 7e fait 365 km. C'est-à-dire la distance de Rennes-Paris. Donc ils ne chipotent pas comme nous en France, où le deuxième périph' parisien a été remis au calendrier grec. Alors là, ils foncent. Et ils sont en train d'en construire 3 autres. C'est un pays qui avance très vite. Très vite. Et les marchés sont nombreux. Voilà. Dans tous les domaines. Et donc au niveau automobile, ils ont supprimé les vélos, donc les clichés qu'on a encore, les vélos c'est fini. Plein de vélos plastiques d'Allemagne, si tu vends des vélos là-bas, c'est mort. C'est mort, complètement. Donc les Chinois veulent acheter des automobiles, ce qui leur pose de gros problèmes, puisque le nombre de véhicules augmente. Et là actuellement, il y a un véhicule pour 60 personnes, et le jour où il y aura un pour 30, personne ne sort plus de chez lui. Mais il sera embouteillé en permanence. Tout est bloqué. Tout, voilà. Les infrastructures ne sont pas adaptées. Le gouvernement chinois prend toutes sortes de mesures pour dissuader les gens d'acheter une voiture. C'est-à-dire, c'est quel genre, par exemple? Le genre, par exemple, tu ne peux acheter une voiture que 3 ans après avoir ton permis. Ah bon? Il faut justifier d'un parking. Tu passes ton permis, tu attends 3 ans pour commander une voiture. Autrement, tu n'as pas l'autorisation. Il faut sans doute aussi avoir un garage pour la mettre, sans doute. Il faut avoir un garage. Bon, ils ont pris les mauvaises manies françaises, j'aime bien françaises, c'est-à-dire d'augmenter le prix des péages, et ça va très vite. Augmenter le prix du carburant aussi, qui est encore beaucoup plus bas qu'en France, mais qui a tendance à monter. Malgré ça, les Chinois veulent acheter des voitures. Bon. Voilà. C'est pas prêt de s'arrêter. Alors, si on revient à l'ASM. On va revenir à l'ASM. Après, les gens qui ne connaissent pas l'ASM, en général. Alors, l'ASM, c'était le seul véhicule de prestige français en 70, puisque tous les autres avaient jeté les armes. Oui, 69, livraison 70. 70. Donc, avec un moteur italien. Avec un moteur Maserati, donc très performant à l'époque, puisque s'il ne développe que 160 chevaux, c'était unique à l'époque parce que Renault avec sa R16 était encore à 60 chevaux et Peugeot avec sa 504 aussi. Donc c'était un véhicule, et surtout avec une vitesse de pointe
très quand 220 km/h. 220 km/h. C'était la traction avant la plus rapide, je crois. Non. Si, pratiquement. Il y avait des américaines, Eldorado, Cabriolet ou bien Toronado aussi, et qui flirtaient avec le 220. Donc c'était effectivement la traction avant la plus rapide du monde. Oui, c'est-à-dire que Citroën s'était rendu acheteur de Maserati en 68 et au niveau prestige, puisque Citroën avait réussi à tirer autant de chevaux dans le vieux moteur de DS23 que le SM Maserati, mais c'était beaucoup moins noble. En plus, un moteur de DS dans une SM, c'est nul. Au niveau du son, c'est affreux. Il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont fait, mais ça n'a aucun intérêt. Hein, donc, alors cette voiture, pour moi, c'était la meilleure voiture du monde. Hein, c'était la meilleure voiture du monde. Ouais, au niveau tout, au niveau sécurité, au niveau performance. Et elle est très bien dans le coup encore aujourd'hui. Bon, on a beaucoup critiqué comme ça mécanique. Oui. Ce fameux V6, qui était un V8, je crois, à l'origine, qui est en plus de piston. Citroën a toujours fait des voitures complexes, donc celle-là, à son époque en particulier, était la voiture la plus complexe du monde. Donc c'est vrai que toute réparation prend des proportions assez grandioses. Une distribution, comme elle se trouve à l'arrière, c'est la dépose moteur. Et c'est 34 heures de manœuvre si tout va bien. Le système de phare tournant comporte 160 pièces, dont beaucoup, au cas où, parce que j'ai des coupures par moment. Beaucoup en plastique, et le plastique d'époque... Bien, on comprend pour le public qui ne comprend peut-être pas. Madame, venez. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est que des phares tournants? Non? Vous allez voir. Alors, oui, c'est ça. Ici. Pas tous les phares, hein, lesquels? Non. Ceux-là. Ceux qui sont en bout, là, ici. Donc, quand vous tournez le volant. Il tourne, moi, il est supprimé. Il est supprimé, en principe, ça suit le sens. C'est-à-dire quand vous prenez un virage assez serré, presque à angle droit. Voilà, ça va éclairer le virage avant que vous arriviez. Alors beaucoup plus que actuellement sur cette NBM qui ont ce système de fartement, ou la C6. Oui, ça revient à la mode aujourd'hui, mais ils n'ont rien inventé. C'est pas du tout aussi probant. Sur les DS aussi. Oui, sur les DS. Mais sur la dernière C6, ça braque beaucoup moins que sur la C6. Donc le grand intérêt de cette voiture, c'est ses innovations, en particulier la Diravi. Ah, la Diravi, c'est la direction. Direction assistée. Est-ce que vous savez ce que c'est? On va demander aux gens ce que c'est qu'une Diravi. Est-ce que c'est quoi le principe? Bien sûr, c'est une direction assistée, mais il y a un plus. C'est quoi ce plus? C'est un rappel automatique. Quand vous tournez le volant, vous lâchez, il revient à sa position normale. Voilà, en fonction de la vitesse. Voilà. Donc, vous saviez ça? Même chez Citroën, cette innovation extraordinaire n'a jamais été reportée complètement. C'est-à-dire que la Diravi d'ACX, déjà, était atténuée et comportait un tour de volant de plus que l'autre. L'ASM est exceptionnelle au niveau de maniabilité. À l'époque, en 72, elle a fait l'objet d'un essai comparatif avec toutes les concurrentes de l'époque. Et elle est arrivée première ex aequo dans le Gymkhana entre des quilles, première ex aequo avec l'Alpine. Il y avait un Gymkhana, c'était la plus agile que l'emportait. Et comme par hasard, c'était la plus longue. La plus longue. La plus longue, en coupé devant. Donc c'est assez exceptionnel. Donc une direction assistée, mais assez précise pour pouvoir placer la voiture où on voulait. Tout à fait. C'était assez exceptionnel. Alors pour situer une SM par rapport au DS, parce que la SM est beaucoup moins connue. Donc une DS, ceux qui connaissent les DS un petit peu, beaucoup, entre une DS de 55, la sortie, et une DS de 73, du 23, les dernières, il y a un monde. Je suppose. C'est énorme. Eh bien, entre une 23 injections et une SM carburateur, il y a autant de différence. On a le même écart de technologie. Donc, ce qui veut dire qu'une SM, en résumé, est 30% de mieux dans tous les domaines d'une DS. Qu'est-ce qu'on avait sur la SM en option et qu'on n'a jamais reproduit sur aucune voiture? Enfin, je crois. On avait une option sur cette voiture-là, dont elles n'ont pas toutes. Quelque chose qui était assez... C'était une première à l'époque. Il y a eu la commande dynamique de phare aussi. Non, je parlais des roues. Ah oui, on avait des roues en résine, en option.
Celle-ci n'en a pas. Alors c'était assez rare. Celle-ci n'en a pas. Maintenant, de s'en procurer, ça coûte un bras. Ouais. Et puis, c'est très léger. C'est pas très cher. C'est pas très cher. C'est-à-dire qu'à vieillir, ça je suis sûr. Bon, il y a quand même des utopiques qui actuellement vendent des jeux d'époque à 6 000 €. Ah ouais, d'accord. Mais à l'époque, ça restait comme une robe première des roues en plastique. Voilà. Ça a été expérimenté sur le rallye du Maroc, qui a été gagné à cette époque-là, en 71. Première sortie, première victoire par une SM. La seule victoire d'une SM en rallye, je crois, au scratch. Il y en a eu d'autres, mais bon, celle au Maroc était quand même représentative. Bob Néret peut-être, non? Bob Néret. C'est surtout De Chazeau, qui a un pilote local marocain, qui a gagné... Alors l'histoire de la SM, la pauvre, c'est mal terminé en fait. Oui. La crise du pétrole est arrivée par là, Guilliger les a fabriqués à la fin. Hein? Oui, le problème principal... On l'a tué presque. Oui, mais bon, il y a d'autres problèmes qui étaient plus importants. Le premier problème qui a été catastrophique pour tous les véhicules de cette catégorie, c'était la limitation de vitesse. Ça en 72, parce que maintenant, aujourd'hui, le contexte n'est pas le même. On s'en est fait une raison. Parce que maintenant, il n'y a plus le moyen de passer au travers. Les premiers radars, pas les radars, mais les premières limitations de vitesse, 72. Voilà, ça s'est généralisé après avec... Donc, ça a été catastrophique. Je vous donne un ordre de grandeur. En 73, donc choc pétrolier par-dessus le marché. Ouais. En 73... Donc l'essence qui grimpe. Oui, aussi. Voilà. Mais bon, pour la SM, c'était pas trop un problème. Une SM, ça consommait 10 litres 5, 11 litres maximum. Pas encore les plus... Non, c'était pas... Contrairement à ce qu'on disait, une SM n'est pas gourmande. Et à l'époque, en 73, il s'est vendu toutes marques confondues. Toutes marques confondues. C'est-à-dire Jaguar, toutes les italiennes, Maserati, Lamborghini, etc. 289 exemplaires. Tout modèle, toute marque confondue. Aujourd'hui, le marché de la voiture dite de luxe, c'est 30 000 par an. 30 000. Et l'ASM, à l'époque, a quand même bien tiré son épingle du jeu, puisqu'il s'en est encore fabriqué 849. C'est encore une bonne année, voilà. Après... Par rapport. Alors, il y a une légende journalistique. On sait aujourd'hui ce que les journalistes peuvent faire ou défaire. À l'époque, on l'a présenté comme l'ASM comme une voiture gourmande, etc. Donc moi, j'ai eu la chance, à l'époque, d'avoir une Alfa Montréal en même temps. Quand je mettais dedans avec une Montréal, c'était 33 litres. Là, j'ai fait Paris-Pékin retour, j'affiche 10 litres 5. En fait, c'est même pas 10 litres 5, c'est 9 litres 5. Mais j'affiche 10 litres 5 parce qu'on va probablement à nos 3. Et avec une vitesse de croisière de 160 sur les pistes dans le Gobi. Et des pointes à 200 en Allemagne. Puisque je signale qu'en Allemagne, qui a su bien préserver son industrie automobile, il n'y a toujours pas de limitation de vitesse. La moitié du réseau est quand même limitée aux endroits des points noirs. Mais toujours, quand on roule à 200 en Allemagne, je me fais quelquefois un plaisir d'y aller, quand on roule à 200 en Allemagne, tout d'un coup, il y a 3 voitures, souvent ils sont à 3. 3 voitures de double, on a l'impression d'être à l'arrêt. Donc c'est souvent une Porsche, une Lamborghini, une Maserati, ou une Ferrari, voilà. Ils sont souvent à 3 et là ils se font un plaisir, mais ils atteignent le 300 à l'heure. Et il n'y a pas une hécatombe de mort pour ça par rapport à la France. Ça fait des années qu'on vit. Voilà. Les comparaisons ne sont pas toujours... C'est comme ça. Pour en finir avec la SM, il y a eu des versions spéciales de fait sur la SM. Alors, il y a eu quelques cabriolets, quelques berlines de fait. Ouais, je rappelle que c'est un coupé à la base. Faites par Chaperon, et puis les deux cabriolets présidentiels qui sont toujours officiellement dans le parc de l'Élysée. Ils sont toujours attachés à l'Élysée, oui. Alors pourquoi ils ne font plus rouler? Parce qu'au niveau sécurité, c'est pas terrible. C'est-à-dire que maintenant, les présidents, ils aiment mieux dans une DS5 par un toit ouvrant, c'est-à-dire qu'autrement ils se scaffoldent dedans au cas où ça chauffe, qu'une cabriolet comme la SM, évidemment, ça risque, au niveau sécurité, c'est pas l'idéal. Mais
on n'a quand même jamais trouvé mieux encore que les SM présidentiels. Donc ce véhicule devait sortir en SM GT en 75, et là, la version approchait les 300 chronos avec ce V6. Et Peugeot a dit halte là. Pourquoi? Parce que ils étaient en train de sortir la 604, et puis l'aventure SM, ils ont dit stop. Donc ils ont supprimé quand même la 23 injection, toutes les DS, la GS Rotor, et un petit peu avant même, et puis la SX. Donc on s'est retrouvé avec des véhicules fabuleux, très prestigieux, qui étaient la LN, la Visa et la CX quand même allait sortir. Ah voilà. Heureusement que la CX est sortie conçue par Citroën quand même. Et a sauvé Citroën. Voilà. Et la CX qui est la dernière, qui date de la période Michelin, qui est la plus belle période de Citroën dans son histoire. Voilà. Je vois que tu connais bien ton sujet. C'est pas grand chose à dire. Voilà. Alors, ta voiture à toi, elle est de quelle année? Elle est dans son jus, bien sûr. Hein. Oui. Elle a fait plein de périples. C'est pour ça qu'elle est dans cet état. J'ai fait faire une préparation très poussée pour ne pas tomber en panne, parce que le problème c'est que je n'étais pas seul. On peut voir le moteur? On va essayer de voir le moteur. Je n'étais pas seul, et moi il ne fallait pas que je tombe en panne. On va voir ce V6 Maserati quand même. Alors par contre, elle aurait besoin d'un relooking, mais elle est dans son jus parce qu'elle a fait des périples. Par manque de temps, et puis il faut l'avouer par manque de pognon aussi. Donc j'ai préféré privilégier la préparation, qui m'a quand même coûté à l'époque 20 000 € déjà. 20 000 € de la préparation. Ah oui, quand même. C'était quand ça? Avec un moteur en 2010 2009. 2009, d'accord. Parce que, histoire de voir si elle tenait, j'ai organisé un raid Maroc aussi avant, pour voir si elle tenait. Il faut dire aussi que tu es l'ancien patron quand même du raid des baroudeurs. Hein, tu es en retraite maintenant, mais c'est toi qui as créé ce... Je vais prendre le micro, c'est plus facile. Oui, ça va être plus facile. J'en profite pour lancer un petit appel. Les propriétaires de la Mondiale Noire qui se trouve de l'autre côté, si vous m'entendez, ou de la R5 Turbo, Alpine Turbo de la blanche qui est garée de l'autre côté là. Si vous m'entendez, vous pouvez vous rapprocher. Merci. Donc j'ai eu la chance de créer le club SM France en 82. C'est toi qui as créé le SM? J'étais le premier président pendant 6 ans. D'accord. Et c'est pour ça que je connais particulièrement et j'affectionne cette voiture. Et puis, eh bien, le périple Paris-Pékin, qui n'a jamais périple aussi long. Donc je suis l'organisateur, en retraite maintenant, mais des rallyes les plus longs du monde, principalement en 2 chevaux. En 2 chevaux. Au compteur, j'ai 53 raids organisés à Saint-Cloud, et surtout 53 réussis. Là où j'achète mes pièces. Bravo pour ça. Avec Ce moteur Maserati, il est très reculé dans l'habitacle. Très reculé. On pourrait dire qu'il est en position centrale avant. Il est pratiquement centrale avant. Ce qui donne une tenue de route exceptionnelle. Et ce moteur est très léger. C'est-à-dire que le moteur nu pèse 110 kg. 110 kg. 110 kg. D'accord. Donc il est très léger. Et à la limite, je ne sais même pas si la boîte de vitesse ne serait pas plus lourde. On a quand même une boîte 5 quand même. Voilà, boîte 5. Boîte 5 qui a été démontée aussi sur les DS. C'est la même. Qui a été montée sur les DS. Des rapports un peu plus longs. Rallongé. Voilà. Elle est équipée d'un allumage électronique réversible. C'est-à-dire qu'on peut revenir les 2 solutions. On peut revenir à l'allumage classique. À l'allumage classique, si l'électronique est défaillante. Bon, autrement, il n'y a pas eu de transformation notoire. Ça reste d'origine, en gros. Ça reste l'ensemble. Moi, je suis... Une suspension pas détournée. Toute l'origine. Là c'était pour une question de fiabilité. Mais c'est vrai que si on veut un véhicule fiable, pour tourner ici autour des pâtés de maison, éventuellement faire le tour de la Suisse, ça va. Mais quand on parle de 34 000 km, il vaut mieux être sûr de son véhicule. Donc voilà le genre de véhicule. Mon père et moi, nous ici, on n'hésitait pas à s'embarquer à l'époque pour n'importe quelle destination sans problème. Pourquoi? Ça fait des milliers de kilomètres dans les Oui, 400 000 à peu près. 400 000. Avec 4 essais différents.
à l'époque, on n'hésitait pas à partir parce que, pour nous, dans notre esprit, une SM avait 40% de puissance supplémentaire par rapport à une développement. Donc, d'après nous, elle devait être de 40% plus faible. Alors, c'était une déduction toute simple. Et finalement, on n'est jamais tombé en panne avec une SM. Non. Mon père a acheté en 75 une Mercedes Mercedes, et là, il a mis des gros enjeux. Pont, échappement, comme cette petite pièce Mercedes, c'est un époque, et il disait c'est un con, avec ma SM, je suis jamais tombé en panne. Voilà, on peut applaudir cette SM qui a beaucoup voyagé. Hein, et qui va voyager encore, et je sais que c'est un inconditionnel. Des territoires nouveaux. SM ne tombe pas tout le temps, parce que c'est vrai qu'on a détruit cette voiture-là, ça m'a fait plaisir. On a deux Citroënistes convaincus là. Hein, et donc, mais je suis d'accord, et c'était très bien de vous écouter. Est-ce qu'on a d'autres voitures qui vont arriver ?